Cette semaine, à la version longue, je reçois M. Régent Beaulieu, qui a été maire de Saint-Urbain Ier pendant plusieurs années. En fait, il a fait comme 3 mandats, mais quand même de très bons mandats, de 89 à 97, après ça 2004 à 2013, et après ça 2017 à 2021. Donc, on a parlé beaucoup de son parcours, puis il y a eu un petit détour que je n'avais pas prévu. On a parlé des écoles de rang, un peu de l'histoire de Saint-Urbain Ier, pour finalement parler beaucoup de politique, de gestion. Il a travaillé dans des ministères aussi en gestion, divers ministères. Et c'est ça. Puis on a parlé de gouvernance. Tu sais, on flirte là-dedans. On a parlé de politique municipale. Je trouve que c'est un entretien qui a été très, très intéressant et très enrichissant. Et puis, c'est cela. Je vous souhaite une bonne émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, là, on va parler évidemment beaucoup de politique locale, municipale. Mais vous, ça a commencé comment, cet intérêt-là pour la politique? Est-ce que c'est quelque chose qui était là depuis longtemps? Ou? Moi, je suis originaire de Saint-Urbain. Je suis né à Saint-Urbain. Puis j'ai grandi dans la communauté jusqu'au moment où je suis allé au collège. Puis, à partir de là, j'ai témoin dans la communauté. Quand on est pensionnaire, on vient pas à la maison tous les soirs. Alors, je restais attaché à la communauté, ma parenté, la famille de mes oncles, les tantes, beaucoup de gens que je connaissais parce que j'étais à la petite école Durand, okay, avant d'aller à l'école du village. Alors, beaucoup de connaissances, puis de ces gens-là. Puis, c'est un milieu que j'aime, c'est un milieu que je trouve enrichissant. On connaît les gens, on les connaît plus. C'est une petite communauté. À l'époque, c'était à peu près 1000 habitants, 1200 habitants. Vous étiez plus jeune, là? Plus jeune, oui. Mais même si c'était pas 1000 habitants. Ouais. Puis, toutes des grosses familles. Alors, ce qui faisait qu'on se connaissait pas mal tous. Alors, c'est ça. Puis après ça, j'ai fait mes études. Je suis allé à l'Université Laval. Puis, je suis venu m'installer à Saint-Urbain. M'installer pour établir ma famille. Alors, j'ai acquis un terrain, puis c'est ça, on a construit une maison, puis on s'est installé là, puis j'avais toujours un intérêt pour ce qui se passait dans le milieu, puis mettons les enjeux, quand je dis les enjeux, certains enjeux, puis c'est ça, j'ai décidé de m'impliquer à un moment donné en disant, je peux redonner à ma communauté ce que ma communauté m'a donné, m'a beaucoup fourni. OK. Mais c'était pas nécessairement la politique, pour vous, c'était pas quelque chose que vous suiviez, ou c'était plus dans le sens de vraiment, c'était tourné vers Saint-Urbain, dans le sens le milieu de vie, puis de s'impliquer dans cet ordre-là. T'sais. Dans une municipalité comme celle de Saint-Urbain, quand on tourne autour de 1200 habitants, les enjeux politiques sont pas majeurs. Hein? Sont pas majeurs. Alors, c'est beaucoup de la gestion. Puis, tenir compte des besoins des gens. Une municipalité, c'est fait pour donner des services au monde. Alors, il faut donner ces services-là convenablement et au meilleur coût possible, puis en essayant aussi de répondre aux besoins futurs de la communauté, des gens. Alors, faut mêler ça, mais ce ne sont pas des enjeux majeurs comme les grandes villes peuvent avoir. Oui, c'est ça. C'est pas les mêmes infrastructures. Pas les mêmes infrastructures, c'est pas la même chose, mais il reste que dans les petites communautés, dans la communauté de Saint-Urbain Ier, les gens se connaissant tous, ou presque, s'intéressent à la chose publique. Ils veulent savoir, ils veulent connaître, ils ont des questions, ils ont aussi des enjeux, ils sont informés. Par le biais des médias, la télévision, la radio, les journaux, et ils ont des questions sur ce que les paliers de gouvernement provincial et fédéral ont comme enjeu aussi en disant c'est quoi les impacts chez nous. Prenez des questions d'environnement, par exemple, ça les concerne, ils ont des questions, ils veulent des réponses, c'est normal. Et puis, c'est ça, en fait, je devance un peu, mais on va parler justement de l'idée de la petite communauté, parce que ça... Évidemment, ça doit amener pas un style de politique, mais tu sais, c'est que, comme vous le dites, tout le monde est un peu impliqué parce que là, il y a un petit peu plus que 1000 habitants là, aujourd'hui. Là. Oui, il y en a à peu près 1300, 1400. C'est ça, mais ça reste pas, tu sais, ça reste que rapidement, on se sent pas comme délaissé comme citoyen ou tu sais, il n'y a pas de distance trop avec les gens. Là, on les
on les voit, on les côtoie. On les voit, on les côtoie, on les rencontre régulièrement. C'est ça. Et beaucoup d'organismes à Saint-Urbain, Saint-Urbain premier, sont animés, sont animés par des bénévoles. Alors, le niveau de bénévolat, j'ai jamais mesuré ça, c'est ça, mais... par rapport à d'autres municipalités, mais on constatait qu'il y avait bibliothèque, comité de loisirs, il y avait des fermières à un moment donné, il y a des l'âge d'or, il y a différents groupes qui se sont, puis j'en oublie là, je m'excuse pour ceux que j'oublie, qui s'impliquaient dans la communauté. Alors, ce qui faisait que c'était pas mal tissé, assez serré, oui. Oui, c'est ça. Ben, il doit avoir l'idée de, en étant une petite municipalité, en étant aussi dans un truc qui est très rural, beaucoup de rangs, tu sais, ben, il doit avoir ce sentiment-là de se tenir ensemble puis pour créer des choses, pour avoir des activités, pour avoir des... Oui, un fort sentiment d'appartenance à la localité, à la municipalité. Les gens de Saint-Urbain ont, comme ceux des autres municipalités, une réputation, une image, une fierté. Alors, ça laisse soit que les gens soient beaucoup ensemble et travaillent et communiquent ensemble beaucoup. Et avant de poursuivre là, dans la politique, parce que là, vous avez mentionné, ça m'intéresse, parce que là, j'ai commencé à faire des topos avec la gang de Sainte-Martine sur les écoles de rang. Oui. Mais vous étiez dans quel rang? Était où l'école? Moi, j'étais sur le chemin Grande Ligne, à une école de rang. J'ai fait tout mon primaire là, au complet. Première à 7e année. Et en 1959, l'école du village a ouvert les écoles de Duplessis, qu'on appelle. Alors, ce qu'on appelait l'école centrale, l'école du village. Alors, j'ai fait 8e et 9e année là, dans la même année, au cours de la même année. Puis, ces écoles-là, c'est assez intéressant de réaliser qu'elles ont à peu près toutes été déménagées. OK. Mettons, je vais dire la commission scolaire, ou ce qui tenait de commission scolaire municipale, c'était très, très local à ce moment-là, a vendu les bâtiments parce qu'ils n'étaient plus utilisés dans les rangs. Et il y en a un certain nombre qui ont été déménagés au village pour devenir des résidences. OK. Alors, on les reconnaît un peu. Puis, c'est ça, ça a servi à ces fins-là. Okay. Il y en a qui sont restés carrément dans les rangs aussi, mais ça c'est devenu des résidences pour les gens qui ont acquis ça. Alors, c'était le réseau d'écoles primaires. Puis, je me souviens qu'on changeait de professeur à peu près à chaque année. Ah oui? Ah oui, parce que c'était difficile d'avoir des professeurs. Puis, il y avait probablement, là, je peux peut-être pas tout à fait me prononcer à fond là-dessus, mais il y avait un attrait vers des écoles plus grandes, des écoles plus centrales. Alors, les professeurs qui intéressés à venir enseigner dans une école de rang, c'était moins attirant. Parce que l'école de rang, ça veut dire c'est de la première à la 7e année dans le même local. C'est ça. Un local et un professeur. C'est ça. Et alors, j'ai fait mon primaire, seulement que des dames qui m'ont enseigné. Mais je pense que sur les années du primaire, j'ai dû avoir... je pense 5 ou 6 professeurs différents. Quand même. Oui. Puis il fallait que le professeur trouve une façon d'organiser son temps, puis d'organiser de telle sorte que les enfants puissent progresser. Les élèves, il fallait qu'ils progressent parce qu'à la 7e année, quand on arrivait en 7e année, il y avait des examens du ministère de l'Éducation. Je ne sais pas si ça s'appelait le ministère à l'époque, pas vous dire, mais ce qui tenait lieu le ministère, pour essayer d'avoir une sorte d'équilibre et de voir si la matière était toute vécue, était toute été assimilée. Apprise, oui. Et il y avait aussi, à ce moment-là, ça remonte quasiment à l'époque des écoles, de l'école à Émilie Pronovo. C'est ça. Il y avait un inspecteur qui venait occasionnellement pour voir si le programme du ministère, en guillemets, ministère, était suivi, puis comment ça allait dans les écoles. Okay. Alors, j'ai traversé ça, puis comme bien d'autres, on était plusieurs, mais dans ma cohorte, si je peux dire, on était 2. Ah ouais, c'est ça qui arrivait, là, c'est ça. On était 2. Il y avait des petites cohortes, là, mais il y avait quoi, 25-30 élèves dans cette école-là, une trentaine d'élèves sur 7 années. Là, sur 7 années, oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, là, ça m'intéresse parce que je suis comme là-dedans, là, avec la gang de Sainte-Martine, tu es en train de recenser parce qu'il n'y a pas de...
il n'y a pas beaucoup, en tout cas, de ce que je semble comprendre, de traces, en fait, Oui. de ces années-là, de registres, en fait, de trucs écrits. Là. C'est beaucoup dans la mémoire orale. Oui, Là, fait oui. qu'on a commencé à faire des topos pour au moins avoir ces souvenirs-là. Mais là, Oui. ça reste que c'est des souvenirs. Vous l'avez vécu quand vous étiez enfant. Fait que des fois, Oui. il y a des bouts un peu flous là, aussi dans ce souvenir-là. Fait que on le prend comme une mémoire orale, mais c'est pas tout le temps précis. Là, c'est ça. Ma mère avait été enseignante à la même école où je suis allé, dans le rang. Puis, ma mère avait gardé un penchant assez prononcé pour les études, pour l'enseignement, puis tout ça. Alors, ça dit que ça aidait. Mais ça aidait, mais je veux dire, moi, j'aurais aimé mieux aller jouer dehors ou aller c'est ça. que de faire mes devoirs de façon assidue et répondre à toutes les questions de ma mère. Il y a ça, là, tu sais. Fait qu'on a une mère qui est enseignante, ça amène une certaine rigueur, là. Oui, ça amène une rigueur, puis ça amène, ça amène un renforcement de la valeur, d'importance de l'instruction. Oui, c'est ça. Mais qui a été payante après, parce que je comprends qu'on est jeune, on a tous à peu près le même sentiment, même si on est bon à l'école, de faire, il fait beau, là. Oui, il fait beau. Je l'ai essayé, là, mes notions, mais ça vous a payé plus tard, là, vous avez poursuivi des études, là, fait que j'imagine qu'en ayant une mère enseignante, c'est ça aussi qui a peut-être aidé la... Oui, mais j'ai pas parlé de mon père, mais mon père avait très peu d'instruction. Okay. Alors, mais mon père, lui, c'était très, très important l'école, très important l'école. Alors, lui, il voulait que nous soyons tous, qu'on ait tous de l'instruction suffisante pour gagner notre vie. Alors, on est 10 enfants, j'ai 9 frères et sœurs, puis on a tous été à l'université ou l'équivalent. OK, quand même. Ça fait que, oui, on a tous fait des études, qu'on aimait faire, là, puis ça nous a permis de gagner notre vie, puis je pense, de réaliser pas mal de nos rêves, de besoins, oui. Mais c'est quand même, parce que puis là, moi, c'est ce que j'entends, mais dans ces années-là, c'était pas nécessairement la norme, là, tu sais, de pousser, en fait, les études, puis des fois d'entendre que mettons, 10 enfants aient été jusqu'au bout, parce que souvent, il y en avait qui restaient à la ferme ou, tu sais, qui restaient sur les terres. Mais, fait que vous, il y avait quand même ce souci-là de... Oui, alors, pour mes parents, pour les deux, l'instruction, l'éducation, c'est très important. Alors, il n'était pas question d'abandonner l'école. Je suis allé au collège. J'étais 1 an au collège après mon 8e à Saint-Urbain, en 59-60, j'ai été 1 an à Plattsburgh, New York, pour apprendre l'anglais. Ça, c'était ce que mon père voulait. Il a dit, dans la vie, il faut que tu apprennes l'anglais. Puis à l'époque, je prévoyais faire cultivateur, agriculteur. Okay. Puis il m'a dit, les agriculteurs, il faut qu'ils parlent anglais. Ils ont besoin. Alors, tu vas aller apprendre l'anglais. Et là, je suis arrivé en septembre 60 à Plattsburgh. À l'époque, j'avais 13 ans. Puis, et je savais la différence entre yes et no, mais je ne savais pas la différence entre true or false. OK. Alors, ça part de loin. Oui, mais à Plattsburgh, c'était un collège où il y avait beaucoup de frères qui venaient de la Nouvelle-Angleterre, du Maine, du Connecticut. Du Massachusetts. Beaucoup de frères, ils parlaient tous français ou presque. Oui, c'est ça. Là. Alors, ils venaient à bout de nous aider. Il fallait qu'ils nous aident, il fallait qu'ils m'aident. Il n'y avait pas beaucoup des élèves comme moi à ce moment-là. Okay. Et c'était une très, très bonne institution. Vraiment, là, on mettait autant l'emphase sur l'instruction que sur l'éducation. Okay. Développer les responsabilités, le sens des responsabilités des jeunes, le sens des communications, le sens du travail en équipe. Alors, c'était une très bonne institution d'enseignement. Et puis là, 1 an. 1 an, mais vous êtes resté là-bas, dans le fond. Pensionnaire, oui. Ouais, on sortait une fois par mois. OK, une fois par mois. Oui, une fois par mois. OK. C'était le pensionnat. C'était... Okay. Ça s'est passé comment? Parce qu'à 13 ans, c'est quand même... C'est passé difficile au début. Oui, c'est ça. Surtout avec la barrière de langage, de se faire des amis, c'est compliqué. C'était compliqué. Puis il y avait quelques Montréalais ou Québécois qui étaient là. Quand même, OK. Mais les frères savaient que j'étais là pour apprendre l'anglais. Alors, ils surveillaient pour que je m'intègre à l'anglais. Oui, c'est ça. Alors, ils surveillaient, ils ne me laissaient pas avec les francophones. Ils me sortaient du groupe, m'amenaient avec des anglos, avec des Américains.
Puis, il mentionnait, en tout cas, c'était une belle expérience, difficile au début, parce que l'intégration, ça ne se fait pas automatiquement. Il faut le vivre. Alors, au début, c'était difficile, mais c'est ça. On est rentré le mois de septembre, bien sûr, comme tout le monde, mais rendu au congé de Noël, les parents m'ont demandé, tu veux-tu retourner? Tu sais, comment ça va? Veux-tu retourner? Okay. Parce que le premier trimestre, ça avait été difficile. J'ai dit oui. Et à partir du mois de janvier, le bâton du deuxième, ça a très bien été. Oui, ça a parti, puis ça roulait. Je suis tout de là, je parle couramment anglais. Bien, c'est souvent, je pense, une des meilleures façons d'apprendre. L'intégration, oui. C'est ça, d'être puis dans une immersion. Là, une immersion totale. D'être obligé de parler tous les jours, de comprendre. Oui. Puis dans un milieu éducatif, dans un milieu très positif. C'est pas comme être une immersion, mettons, en usine ou en manufacture où c'est pas du tout la même chose. Oui, puis là, tu t'apprends les termes du travail, puis tu parles pas nécessairement de tout et de rien. Là. Fait que là, si vous avez des cours de peu importe les cours de quoi, bien là, tu apprends les termes de chaque chose. Là, les cours les plus difficiles, que j'ai trouvé, les plus difficiles, c'est les cours d'histoire américaine. L'histoire américaine qui est complètement différente de la nôtre, puis totalement différente. Alors ça, c'était plus difficile. Ça demandait de mémorisation, ça allait, mais comprendre un peu ce qui se passait dans les mouvements, c'était pas facile. C'est ça, parce que vous arriviez à 13 ans, il n'y avait pas vraiment eu d'exposition à cette histoire-là. Non. Nécessairement, là, on arrive la date de la fin. Moi, je commence à zéro. C'est ça, il faut que je rembarque. Puis à l'université, je ne sais pas si vous l'avez dit, vous avez étudié en quoi? Moi, à l'université, j'étais à l'Université Laval, j'ai étudié en actuariat. Actuariat, OK. Oui, puis j'ai réalisé vers la fin du processus, en troisième, quatrième année, que finalement, j'aimais la matière. Mais un actuaire, c'est quelqu'un qui, à l'époque, il rentrait dans son bureau le matin, fermait la porte et en sortait le soir. Très peu de contact avec des gens autour. C'est quelqu'un qui établissait des plans d'assurance. En tout cas, on sait c'est quoi, les actuaires. Ouais. Puis moi, j'aimais les mathématiques. J'adorais les mathématiques. J'étais fou de ça. Ah ouais? Ah oui. Puis mes enfants disent que j'ai une calculatrice dans le cerveau à la place du cerveau. C'est que... Alors... oui, c'est ça. Alors, je suis allé en actuariat, mais j'ai fait une année additionnelle en relations industrielles, en gestion de personnel. C'était plus le domaine qui m'intéressait. Alors, c'est ça. À l'université, j'ai gradué en actuariat et en relations industrielles. OK. Ça fait que, puis après ça, j'ai travaillé pour le gouvernement. Ouais, c'est ça. J'ai eu un emploi au gouvernement et j'étais... aux ressources humaines, au ministère de la Justice. Ensuite, j'ai été dans les opérations au ministère de la Justice, au Palais de Justice à Montréal. OK. Et ça, c'était une bonne expérience. Et avec les avocats, avec les juges. Et j'étais un peu l'intrus dans le milieu parce qu'on me posait souvent la question, êtes-vous avocat? Êtes-vous en quelle année avez-vous gradué en droit? Et je lui disais, non, je n'ai pas gradué en droit. Moi, je fais de la gestion. Puis, je suis ici pour gérer des projets, des situations. Alors, c'est ça. C'était très, très agréable, très positif. Fait que c'est ça. Fait que vous avez fini en gestion. C'est pas mal ça que vous avez fait. Oui. Et ma carrière est en gestion. Ma vie au travail, c'était en gestion. Fait que c'est ça. Puis vous avez travaillé dans... c'est ça. On pourrait revenir peut-être plus tard, mais vous avez travaillé dans plusieurs ministères. Donc, vous avez vu aussi comment ça fonctionnait un peu de l'interne dans la politique provinciale. Oui. J'étais en contact avec, mettons, comment dire ça? Pas au début, mais mettons, quand j'ai commencé au ministère j'étais à la Régie des loteries et courses quelques années. Okay. La Régie, celle qui émet des permis pour les bingos, puis des choses comme ça. Là. Ici, on a un télé-bingo. Pas l'Auto-Québec, là. Non, la Régie. Là, notre télé-bingo, c'est avec la Régie des jeux. Alors, j'étais secrétaire de la Régie. Alors, donc, je relevais directement du président, qui, lui, relevait du ministre. Alors, j'étais à ce moment-là en contact avec le milieu politique. On va dire, être capable d'arriver à des compromis, à tenir compte d'idées qui sont parfois
très, très différentes les unes des autres, puis être capable d'en arriver à un compromis et de le mettre en place. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, cela a été des expériences qui m'ont amené à être plus sensible à la notion de politique. Puis quand j'étais au ministère du Revenu, après ça, j'étais au ministère du Revenu longtemps, dans les opérations à Montréal. Okay. Et carrément les opérations. Les traitements des fameux rapports d'impôts annuels, au moment où il n'y avait pas beaucoup d'informatique entre les mains des contribuables. J'avoue, hein, c'est ça. Aujourd'hui, on fait son rapport d'impôt, on appuie sur le bouton, il est rendu et il est traité et on reçoit son remboursement anticipé on reçoit son avis de cotisation un peu plus tard. Alors, j'étais là. Là, ça aussi, c'était, mettons, une expérience très, très dense en gestion de problèmes, en gestion de projets, en gestion de changement. Puis aussi avec un côté politique, mais moins. Parce que la confidentialité des documents qu'on traitait à ce moment-là, la haute confidentialité fait en sorte qu'il y avait des murs coupe-feu, si je peux appeler ça ainsi, de telle sorte que ce qu'on traitait là, était totalement confidentiel. Donc, il n'y avait pas de compromis à faire ou de négociation à faire. La loi sur les impôts, la loi sur les taxes, elle est scalée. Puis il faut l'appliquer. Il n'est pas question de négocier pour dire tu as envie de cotisation, on va te réduire ça de 20 Non. Les chiffres sont là. Puis comme on dit, c'est pas moi qui ai inventé, là. Non, c'est les chiffres ont la tête dure. Oui, c'est clair, c'est ça. C'est normal, parce que là, on rentre dans un truc sensible aussi. Là, sensible. Qui est très sensible et là, on va chercher l'impôt des citoyens. Fait qu'il on disait même qu'au ministère des Revenus, nos données étaient plus confidentielles qu'un dossier médical. Alors, vous avez une idée un peu comment ça pouvait être. Hein? Mais j'avoue que, tu sais, à l'époque, justement, le monde envoyait ça papier, donc il faut s'assurer que, j'imagine que la gestion de ce document-là, maintenant, en informatique, oui, il y a tout le temps des risques de pirate informatique d'affaires, mais c'est peut-être plus facile, en fait, que personne ait des yeux sur les chiffres, les documents des gens, d'une certaine façon, en informatique. Ben, vous savez, quand les gens faisaient la saisie des données, quand ça arrivait papier, il fallait saisir les données pour les faire traiter par l'ordinateur, par les programmes informatiques. Quand tu le passes entre les mains, 600, 500 déclarations d'impôts par jour, ils n'ont pas le temps de mémoriser beaucoup. Non, c'est ça. Parce que c'est pas vraiment là le danger. Le danger était plus au niveau des vérifications additionnelles qu'on faisait. C'est là que quand une personne traite beaucoup moins de dossiers par jour, c'était plus compliqué un peu. Oui, c'est ça. Mais on trouvait des moyens pour assurer la sécurité. Oui, c'était important. Mais déjà là aussi, c'était beaucoup de travail de bras, tu sais, de retranscrire. Oui. Il y a un mécanisme qui est peut-être plus rapide aujourd'hui. Oui, puis il fallait gérer des quantités, des volumes très élevés de rapports d'impôts avec des budgets restreints, des budgets qui ne sont pas à l'infini, puis avec des fois des problématiques de traitement, puis de délai. Là, quand ça rentre, les gens ils veulent avoir leur remboursement. Oui, c'est ça. Ça fait que... Payer, on est moins pressé, mais... Payer, on est moins pressé. Ça, les chèques, on n'a pas de problème pour ça. Mais quand il y avait des remboursements à faire, des remboursements d'impôts, comme dans bien des cas, bien, de là est apparu à un moment donné des discussions. Puis moi, je faisais partie de l'équipe qui travaillait sur les remboursements anticipés. Alors, les premiers remboursements anticipés, je faisais partie du groupe qui ont travaillé là-dessus. OK. On travaillait toujours en équipe, toujours en groupe, bien sûr, pour avoir les meilleures idées, puis tenir compte des contraintes aussi, là, on va travailler là-dessus. Puis ça fonctionne comment, le remboursement anticipé? Bon, le remboursement anticipé fait en sorte que quand le citoyen produisait sa déclaration d'impôt, s'il rencontrait un certain nombre de critères relatifs à sa stabilité fiscale, on pouvait lui envoyer son remboursement avant même d'avoir traité, parce qu'il se créait des inventaires terribles. L'ordinateur n'était pas capable de traiter aussi rapidement que la réception se faisait. C'est ça. Alors donc, rapidement, on entrait les données, disons, dans une phase préliminaire. Il y avait une demande de remboursement, compte tenu que les critères étaient rencontrés. Les critères de sécurité, c'est quand même assez sévère. C'est pas tout le monde qui avait droit à ça. Là. Puis on pouvait au moins émettre des remboursements. OK, c'est ça. C'est ça. Parce que j'avoue que, tu sais, c'est ça, l'impôt, ça arrive...
tous les Québécois en même temps, d'un coup. Le 30 avril. 30 avril maximum. Oui. Avez-vous fait le vôtre cette année? C'est en cours, là. Ah oui? Oui. Ben là, c'est entre les mains d'un comptable. Mais il est en train de faire ça. C'est ça. Tout est envoyé de mon bord. Là. C'est confidentiel. Oui, c'est ça. Mais c'est envoyé de mon bord, le rendu là. D'accord. Si c'est en retard, ce sera de sa faute. Oui. Mais donc, on va revenir là, à la politique municipale. On a fait un long détour, finalement. On en fait un autre petit, si vous voulez. Ah oui, mais allez-y. J'ai pas été... vers la fin de ma carrière, j'ai été au ministère des Transports. OK, oui, on va le faire tout de suite. Hein. Puis à Châteauguay. J'étais directeur territorial ou directeur régional de l'Ouest dans Montérégie. Okay. On commençait à Rigaud, puis ça finissait quasiment à Saint-Hyacinthe, là, mettons Longueuil, disons. Pas si loin que ça, mais ça allait presque à Granby. Puis, beaucoup de territoires à couvrir. Et il y avait l'autoroute 30 aussi. Il y a eu le BAP sur l'autoroute 30. J'ai représenté le ministère aux études du BAP comme directeur territorial. Puis, et bien entouré d'une équipe d'ingénieurs, de biologistes, d'urbanistes, de spécialistes dans différents domaines. Oui, on a fait un travail assez immense. Et là, par rapport à la politique, parce que je reviens à votre question de tantôt, là, c'était plus délicat un peu. Beaucoup de relations avec les municipalités, avec les maires directement, et quand même des relations avec les députés qui voulaient savoir, bien, dans mon comté, est-ce que telle route va être pavée? Est-ce que tel ponceau va être refait? Bien, on a des contraintes budgétaires, on ne peut pas tout faire la même année, puis tout n'est pas prioritaire, etc. Alors, il y avait, mettons, puis des citoyens aussi, beaucoup de citoyens qui disaient, moi, chez nous, j'ai un gros trou dans la route, puis ça n'a pas de bon sens, etc. Alors, il y avait du travail à faire de ce côté-là pour faire le lien entre les orientations ministérielles qui étaient dirigées par un ministre, bien sûr, puis un sous-ministre, puis les citoyens, puis la base, puis les élus municipaux aussi, puis les élus, les députés. Alors ça, j'ai été comme sensibilisé davantage à ce monde-là, mais j'avais déjà été maire avant, peu avant. C'est ça qui est intéressant. Vous avez comme les deux côtés. Oui, les deux côtés. J'avoue que le fait d'avoir les deux côtés, ça m'a aidé dans l'exécution de mon travail. En tout cas, une sensibilité, en tout cas, vous êtes du côté du transport, parce que vous étiez de l'autre bord des fois. Mais là, c'était particulier. C'était particulier, là. Oui, parce que là, c'est ça, vous êtes de l'autre côté qui a dit non, pas tout de suite, là, puis tu sais que l'autre bord, les maires, c'est ça. Non, mais nous autres, on aimerait ça que la route numérotée provinciale, on la refasse ou quelque chose. Il y a un projet, tu sais. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais la 30, ça m'intéresse parce que je savais pas que vous étiez là dans ces années-là. Oui. Parce que un gros projet, là aussi, tu sais, c'est tous les paliers. Il y a plein de gens qui sont impliqués là-dedans, puis c'est un dossier sensible avec des gens qui vont être expropriés. Tu sais, c'est pas une mince affaire, là. Non. Et puis, est-ce qu'il y avait, parce que, bon, ça faisait longtemps qu'on en parlait, ça faisait, même moi, j'étais pas là quand on en parlait avant ça, mais est-ce que quand là, ça repartit, est-ce qu'il y avait une crainte au début de, et là, on va-tu vraiment le réussir, ou bien c'était quand même assez clair cette fois-là que... C'était pas mal clair qu'il fallait un lien autoroutier à l'autoroute 30. C'était clair. Le premier enjeu, c'était à savoir à quel endroit il va passer. Il va-tu passer sur le 132 qu'on connaît, là, ou s'il va passer dans les terres agricoles. Ça, c'était le principal enjeu. Et le travail du ministère, le travail que j'avais à coordonner avec l'équipe, diriger avec l'équipe, c'est d'amener au BAP puis d'amener aux instances décisionnelles des informations extrêmement factuelles sur ce que c'est. C'est quoi les largeurs, c'est quoi les surlargeurs, c'est quoi l'impact de drainage, etc. C'est quoi l'impact sur la faune. La petite traînette Faugrillon, le petit Blugio. Fallait des espèces qui étaient, mettons, menacées. Je ne sais pas si le bon terme est bon, mais il fallait apporter des faits sur ça. Alors, pour laisser les décideurs décider. Par contre, en contrepartie, on recevait beaucoup de questions de ces gens-là. Et
il fallait donc répondre aussi à ces questions-là. C'était essentiel de répondre à ces questions-là. Alors, ça, c'était un travail assez laborieux. Moi, j'ai quitté le ministère des Transports en fin 2003. OK. Fin 2003, et on se souvient que l'autoroute 30 a été inaugurée en 2012, suite à un partenariat privé-public. Et un des principaux enjeux, c'était le pont qui passe au-dessus du canal à Bois-Noir. Oui, c'est ça. C'était un gros Le enjeu. pont Madeleine-Parent. Madeleine-Parent, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, moi aussi, pendant un instant, j'avais un petit blanc, je voulais vous aider. J'étais comme, je me rappelle plus. Mais il y avait aussi, l'autoroute 30, une petite parenthèse, il y avait un enjeu majeur sur la partie de l'autoroute, le tronçon qui passe sous le canal de Vaudreuil-Soulanges. Okay, vous savez, c'est un canal qui était voué à la navigation avant, il y a longtemps, là. Et les gens voulaient garder le canal. Ils ne voulaient pas qu'on détruise le canal, qu'on dise on passe, puis tant pis pour le canal, il va être sectionné, puis on n'en parlera plus. Ouais. Non. Et les gens tenaient au canal en disant éventuellement, il faudrait tout bien qu'il retourne. Il y avait un enjeu d'ingénierie, d'ingénieur, là, vraiment, parce que, en tout cas, les conditions n'étaient pas faciles. Dans les argiles sensibles, alors il n'y a pas de capacité portante, puis c'est difficile. Oui, puis je sais que de ce côté-là, Vaudreuil-Soulanges, il essaie de il y a du monde en kayak, il essaie de faire vivre la piste là près de ça, il essaie de faire vivre. C'est tout à fait raisonnable. C'est tout à fait raisonnable. C'est que, il faut trouver des solutions d'ingénieurs, là, des solutions techniques et professionnelles pour ça, là, bien sûr. Oui. Mais bon, là, on va revenir finalement après. Une longue parenthèse. Non, mais c'est super intéressant parce que ça place aussi les choses, puis d'avoir aussi des souvenirs de votre expérience globale, c'est intéressant. Là. Mais donc, là, on recule, là, on est en 2003, là, mais là, on va reculer. Au début, vous étiez conseiller, en fait, mais comment ça s'est passé, en fait, est-ce que c'est vous qui avez approché, dire, je veux... Oui, c'est moi qui ai approché. Parce que j'avais, autour des années 80, en fait, j'ai été conseiller à partir de 84. Oui, c'est ça. Puis, j'ai été voir, je savais qu'il y avait un conseiller du village. En ce temps-là, il n'y avait pas de district avec une dénomination légale. Ouais, ou un secteur précis. Un secteur précis. C'était pas... Il y avait comme une tradition. Alors, le conseiller du village avait mentionné qu'il voulait se retirer. Okay. Alors, j'ai été le voir. Puis, il m'a demandé de lui dire que j'étais intéressé et je me suis présenté. Puis, j'ai été élu par acclamation comme conseiller. Jusqu'en 89, il y a eu 2 maires. J'ai travaillé avec 2 maires, le maire Jean Guibret, puis le maire... un petit blanc de mémoire, là. C'est pas trop grave, ça. Oui. Ça va vous revenir, peut-être, là. Oui, si ça me revient, là, je vais revenir là-dessus. Puis après ça, ce maire-là a quitté en l'automne 89, m'a demandé si je voulais le remplacer, puis j'ai décidé de plonger. OK. J'ai décidé de plonger, d'y aller... me disant que j'étais en mesure de le faire. Mon travail me le permettait. Puis disons que la municipalité, c'est pas gros, hein? C'est ça. C'est pas demandant à plein temps, là. C'est ça, fait que ça permet... de toute façon, le salaire aussi fait qu'il faut avoir un autre job, là. Oh, c'est sûr. Là, mais le temps aussi que ça demande... Oui, le temps que ça demande, parce que dans une communauté comme à Saint-Urbain, les gens connaissent... on se connaît tous, hein? Oui. Ils connaissent aussi mon numéro de téléphone. C'est ça. Ça appelle le soir. Le maire Jean-Marie Lapointe. Jean-Marie, oui. Okay. Oui, Jean-Marie Lapointe. Alors, oui, parce que je ne peux pas oublier le travail de ce top-là. On en parlera peut-être un peu tantôt, là, ensemble, qu'on a fait ensemble. Alors, c'est ça. Alors, les gens, ils appellent. C'est demandant. C'est le samedi, c'est le dimanche, c'est la fin de semaine, c'est le soir, c'est le jour. Puis, j'étais capable de faire les deux, sans négliger un, sans négliger l'autre. Oui, c'est ça. Ça fait que, parce que question de négliger, on ne fait pas ça. On ne fait pas ce job-là, puis négliger un, on ne fait pas. On l'apprend, puis on la fait. C'est ça. Mais votre expérience, en fait, là, vous étiez déjà en gestion à ce moment-là. J'imagine que... Fait que vous saviez un peu comment gérer des équipes, comment mobiliser le monde, comment... Oui, l'expérience de travail et puis les études que j'avais faites, ça m'aidait. Faire un budget de ville aussi. Savoir compter le budget. Oui. Est-ce qu'il arrivait, juste? Oui, les comptes, tout ça. Oui, ça arrivait. Ça a toujours arrivé.
Ça, c'est comme c'est souvent ça la grosse affaire. Là, comment gérer un budget de ville puis de ne pas être déficitaire, mais en même temps, des fois, il faut investir pour, comment qu'on gère. Il faut faire des compromis, il faut faire des priorités, etc. C'est ça. Puis en 89, bien là, après M. Lapointe, j'ai été élu maire à différentes reprises. Il faudrait que je remonte dans les dossiers, là, mais c'était à l'époque des mandats de 2 ans. OK. Maintenant, ce sont des mandats de 4 ans. Oui, c'est ça. Puis il y avait aussi une question d'alternance aux 2 ans. Une année, c'était 3 conseillers qui venaient en élection. Puis l'année suivante, c'était 3 conseillers et le maire qui venaient en élection. Puis à un moment donné, ça a été changé. C'est aux 4 ans, tout le monde en même temps. Oui, OK, c'est ça. C'est ça. Ça fait que de 89 à 97, j'étais maire. Quand même. OK. Oui. 8 ans. Puis à 97. Ça, pendant cette période-là, ce qui a été parmi les réalisations, bien, avec le maire Lapointe, surtout avec le maire Lapointe, là, il y a eu la construction de la caserne d'incendie actuelle. OK. J'étais conseiller, lui était maire, ça a été fait. Et on a construit la salle communautaire. Là, c'était comme une partie sur son mandat à lui pour ce qui est des soumissions, des ententes avec la commission scolaire. Ça s'appelait une commission scolaire à l'époque, commission scolaire des boissons. Puis ensuite, la construction, mais ça, c'était plus sous mon mandat à moi, la fin de la réalisation, les ententes finales, puis la fin du financement et tout. Ça, c'était fait et on a inauguré en mars 90. OK. C'était un très, très beau partenariat. Ça, c'était une particularité. Il n'y en avait pas eu beaucoup de partenariats comme ça, municipal, scolaire. Okay. C'était souvent des chasses gardées, ça. Le municipal d'un côté, le scolaire de l'autre. Okay. Ça se parlait poliment, mais ça ne faisait pas d'affaires ensemble. Ouais. Tandis que là, construire quelque chose ensemble, qui servirait à la fois aux deux, bien là, c'est ça. C'est pourquoi on l'a construit, c'est que les citoyens de Saint-Urbain disaient, nous, quand on s'est célébrer un mariage à l'un de nos enfants, la petite salle de l'école, elle ne convient pas à nos besoins. On est obligé d'aller faire la noce à l'extérieur. Je comprends. Puis, de la fierté, mais moi, j'appelle ça de la fierté bien placée. Ah oui, de dire, on veut célébrer, mais chez nous. Chez nous, la communauté veut célébrer ensemble. Puis pas juste les noces, il y a d'autres événements qu'on veut célébrer. Ça permet de faire n'importe quoi. Si quelqu'un veut faire un salon des métiers d'art, peu importe, c'est ça. Que les citoyens en profitent, d'avoir un lieu qui est là au lieu de sortir du village. Tout à fait. Alors, c'est un projet qu'on a mis en place progressivement. On a ramassé de l'argent un peu, puis on est allé chez les subventions, puis on l'a construit, puis on l'a inauguré. À l'inauguration, je fais ça vite, M. Claude Ryan, qui était ministre de l'Éducation, était présent. Ah oui, hein? Oui, puis je peux vous dire que M. Ryan avait la réputation d'avoir un petit carnet, un petit calepin noir dans son porte-veston. C'est vrai, je l'ai vu. Ah oui, hein? Oui, je l'ai vu, parce que quand on s'est préparé à l'inauguration, le jour même, juste avant, on est allé dans un petit bureau à part et il a sorti son petit calepin puis il a pris des notes. Il me posait des questions puis il a pris des notes, lui, parce qu'il savait qu'il y aurait un petit discours, un petit mot à nous dire. Alors, j'ai vu le calepin de M. Ryan. Et c'était une très belle soirée. Les gens de Saint-Urbain Ier étaient surpris. Oui, c'est ça. C'était une belle fête. C'était un très beau moment. Les gens étaient surpris de le voir. Oui, bien, qui se déplace dans une petite municipalité, tu te dis, le ministre ne viendra pas pour une salle communautaire. C'est ça. Mais vu qu'à l'époque, ça devait être rare, des partenariats, sûrement qu'il s'est dit, parce que c'est quand même intéressant. D'ailleurs, il l'a mentionné dans son allocution. OK, c'est ça. Il l'a mentionné, puis il nous l'avait dit en privé aussi. Il avait dit, on n'en a pas souvent, puis quand on en a, il faut les reconnaître. On veut les reconnaître. Oui, c'est ça. Et puis ça, c'est mon impression à travers les années, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de partenariats de ce type-là, entre les villes aussi, entre les municipalités, pour faire des infrastructures, pour se payer des choses que, tu sais, avant, j'ai l'impression que peut-être le monde était plus, chez nous, on fait ça, puis je ne sais pas si c'est une perception que vous avez ou... Ce que moi, j'ai comme perception, puis comme vécu, c'est des ententes intermunicipales. Okay. On s'entend on va partager des choses. Oui, c'est ça. Okay. Alors, c'est plus ça que des partenariats. En tout cas, ça ressemble quand même à du partenariat à partir du moment que 2 municipalités contribuent à une chose. C'est ça. Là, comme il y a Châteauguay-Beauharnois qui se font des infrastructures, mais que l'un et l'autre vont pouvoir aller, les citoyens vont pouvoir aller à l'une et à l'autre.
Comme ça, au lieu de dédoubler un centre sportif avec des... ben, de dire, au lieu que chacun en ait une, ben, on va en faire une... C'est ça. Qui a tout dedans, qui est bien équipé, mais que là, plus de monde peuvent y avoir accès. Mais c'est pas facile de développer ça. Non, c'est sûr que non. Non, parce que les gens vont toujours demander pourquoi, comment, ça va coûter combien, pourquoi je ferais ça. On paye puis tu laisses on a-tu vraiment besoin? On paye-tu plus? On paye-tu pas assez? Enfin, voyez-vous, c'est ça. Ça soulève des questions. Ça soulève des questions. Oui. Mais des fois, est-ce que ça vous est arrivé justement à Saint-Urbain de voir, de dire, on aurait besoin d'un truc, mais les gens n'en voient pas l'utilité sur le coup, mais des fois, ça vient par après. Là. Je peux pas répondre affirmativement à votre question. Non, ça, c'est pas vraiment arrivé. Il y a des petites ententes, des petites, il y a pas de petites, il y a des ententes sur des sujets précis avec, mettons, la municipalité de Sainte-Martine. Sur des sujets précis. On a aussi, à cause de la pollution de la nappe phréatique, pardon, on a une régie intermunicipale d'aqueduc qui regroupe Mercier, Sainte-Martine, Saint-Urbain 1er et Saint-Isidore. Là, on est obligé de mettre ça en commun. Puis voyez-vous, je l'ai dit, là, on est obligé de mettre ça en commun. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas des choses qui nous tentent spontanément. Je comprends. Puis c'est compliqué à gérer ça. Puis chacun veut payer sa part, oui, mais veut payer sa part. Il veut payer la part des autres. Puis ça va de soi. Je pense que c'est normal qu'on regarde ça, mais c'est pas d'emblée quelque chose qui se développe facilement, les ententes puis les partages. Oui. Puis là, quand on arrive dans un truc comme ça où, justement, Saint-Urbain, vous êtes une plus petite municipalité, est-ce que c'est dur des fois de faire valoir son point, dans un truc qui est plus gros que nous, là, tu sais? Oui. C'est toujours un peu plus difficile parce que comment dire... dans le monde municipal, la plupart des élus municipaux, puis ça va de soi, là, ils sont élus. En fait, on sait qu'ils sont élus par et pour leur communauté. Donc, ils reçoivent le mandat de la communauté, puis ils répondent de la communauté. Ça, c'est 99,9% de leur intérêt qui est là. Oui, c'est ça. Ils sont là pour ça, puis c'est ça qu'ils rencontrent. Alors, quand il vient le temps de tenir compte des intérêts d'une autre municipalité, puis qu'ils doivent contribuer financièrement ou d'une façon quelconque à un autre projet qui n'est pas chez eux, ça leur prend des bonnes raisons pour acquiescer puis travailler au développement. On voit ça à différents niveaux. Puis c'est comme ça. Il faut le prendre comme une réalité. Mais peut-être, si jamais il y a du monde qui ne sont pas du coin, là, parce qu'on dit plus loin, mais peut-être brièvement expliquer, merci, justement, le problème de la nappe phréatique qui a mené à ce besoin-là de faire la régie intermunicipale. La nappe phréatique qui touche Saint-Isidore, Saint-Urbain, Sainte-Martine et Mercier, mais principalement Sainte-Martine et Mercier. Ouais. Principalement, c'est une contamination qui a été produite sur le rang Sainte-Marguerite à Ville-Mercier. On a déversé des produits contaminés dans des sablières. Vous savez, les sablières et nappe phréatique, c'est toujours dans la même phrase, ça, ces deux mots-là. Alors, la nappe phréatique a été contaminée, ça s'est répandu. Plusieurs puits artésiens, d'abord des deux villes, et c'est aussi des citoyens qui n'étaient pas approvisionnés en eau potable par les réseaux d'aqueduc, ont été contaminés. Donc, il ne fallait plus prendre l'eau là. Et à Saint-Urbain, il y a une section du chemin de la Grande Ligne, où il y a à peu près 12-15 résidences maintenant là, qui étaient à l'époque, fin des années 70. Alors, la régie a donc été créée par décret gouvernemental pour s'approvisionner en eau, approvisionner les gens en eau. Et l'eau est vendue. L'eau est produite, l'eau potable est produite par la ville de Châteauguay qui approvisionne la régie par voie de décision gouvernementale. Il est obligé de fournir l'eau. Ça fait que... Et ça, ça soulève toujours les mêmes questions. Qui doit payer combien, puis pourquoi? Ouais, c'est ça. Donc, ça se pose à tous les niveaux. Que ce soit au niveau... entre la ville de Châteauguay et la régie,
ou que ce soit entre les municipalités participantes à la régie, ben c'est le réseau de transport et de distribution qui est en cause, qui paye quoi puis pourquoi. Alors, tenez compte des variations, si on tient compte des variations de population, parce qu'il y a des municipalités qui sont en forte croissance, puis moi, j'ai rien contre ça, là. J'ai absolument rien contre ça. Puis il y a d'autres municipalités qui sont en moins grande croissance, parce qu'on est carrément en zone agricole, Saint-Urbain et Saint-Isidore, le réseau est totalement en zone agricole, alors avec aucune possibilité de développement, bien, ça amène des conversations, des discussions sereines qui se font, mais il faut les faire. Ouais. Puis il faut les faire, il faut écouter, il faut argumenter, puis ça vient jamais tout seul. C'est rare qu'on rencontre des gens qui disent « Tu payes trop, je vais t'en payer une partie. » Oui, il y a ça. C'est rare. Bon, puis je dis, bon, j'ai rien contre, là. Je ne veux pas juger les personnes d'aucune façon. Mais il faut s'attendre à des discussions sérieuses. C'est ça. Et ça existe, les discussions sérieuses. Hein? Ça existe. Oui, mais c'est ça. Puis c'est bien correct. Puis en même temps, tu sais, c'est ça vient d'un décret, donc il y a une obligation, mais en même temps, tu sais, on ne peut pas laisser des gens sans eau potable, là, s'ils n'ont pas l'option d'avoir un puits parce qu'il y a un risque immense là, de contamination encore aujourd'hui. Là, c'est un problème qui est vaste. Oui. Je pourrais faire des émissions en fait juste là-dessus. Il faudrait peut-être que je fasse Sûrement. ça. Parce que Sûrement. Ça a beaucoup d'impact. Oui. Puis le temps avance, fait qu'on on va parler d'autres choses. Mais donc, c'est ça. Fait que vous avez fait ce long bout-là, 89 à 97. Oui. En 97, j'ai arrêté. C'était M. Jean-Pierre McKenzie, aujourd'hui décédé, bien heureusement. Jean-Pierre était maire jusqu'en 2004, jusqu'en printemps 2004. Il a démissionné en printemps 2004. Et moi, je venais tout juste de prendre ma retraite en janvier 84. Excusez, je reprends 2004. 2004, oui, c'est ça. Oui, alors Jean-Pierre McKenzie a été maire jusqu'en 2004, début 2004. Moi, j'ai pris ma retraite en janvier 2004. Et là, il y a des conseillers qui sont venus me demander, tu reviendras-tu? Tu l'as été, puis tu es à ta retraite, as-tu du temps? Bon, etc. Et j'ai embarqué. Alors, j'étais maire de 2004 à 2013. Je suis allé à automne 2013. Et pendant ce mandat-là, on a, entre autres, construit le réseau de traitement d'eau usée. Parce qu'à Saint-Urbain, il n'y avait pas de réseau d'égout. Chacun avait des installations non conformes dans le village. On parle du village, on ne parle pas des rangs du village. Et à un moment donné, il y a eu un problème, d'hépatite. Puis la santé publique est arrivée. Puis la santé publique a examiné la situation, nous a obligés à bouillir notre eau jusqu'à temps qu'on trouve la cause, qui n'était pas chez nous, mais quand même. Et ça fait en sorte que ça a réactivé le dossier d'installation de traitement d'eau usée. Parce que c'est pas en 2004 quand Saint-Urbain avait commencé à penser à ça. On avait commencé à penser à ça, là, je vous dirais, dans les années 90, 95. Sauf que ce sont des travaux qui coûtent énormément cher. C'est ça. Et on n'était pas prioritaire auprès du gouvernement, du ministère des Affaires municipales et du ministère de l'Environnement. Il y avait des problèmes beaucoup plus importants au Québec à régler avant de régler le problème de Saint-Urbain premier. Sauf que quand c'est arrivé en 2005, 2006, le problème, il a fallu mettre ça en branle et on a obtenu des subventions, on a fait des travaux en 2008. Fin automne 2008, c'était terminé les travaux et les gens ont commencé à se brancher au réseau en 2008. 2009 aussi. Ça a permis, de régler ce problème-là. Parce qu'on savait que je savais et on savait que le ministère de l'Environnement allait raffermir ses contraintes au niveau du traitement des eaux usées. Et dans un village comme celui de Saint-Urbain-Premier, ça créait énormément de problèmes parce que les terrains sont tout petits, il n'y a rien, puis il n'y a pas d'aqueduc. Donc, quand il y a les distances séparatrices, puits artésien, fosse septique, etc., les voisins, ça a créé des problèmes terribles. Alors, il fallait aller sur un réseau
construire un réseau, construire des installations de traitement. Puis ça, c'est fait en construction en 2008. OK. Ça s'est fait à l'intérieur des budgets. On était satisfaits. Ça coûte cher, oui, mais ça a réglé le problème. Et ça a permis le développement de ce qu'on appelle le quartier du Forgeron, qui oui, un petit peu à l'extérieur du village. C'est sur la route qui conduit vers Saint-Isidore, quand on s'en dérive Saint-Isidore. Et c'était 65 constructions, 65 portes, si on peut dire, là, ça a permis le développement de ça, entre autres. Et ça, les coûts de cette infrastructure-là, de ce réseau-là, dans le fond, est-ce qu'il y avait une aide? Oui, il y avait des subventions du gouvernement, une aide. Parce que c'est ça, je me disais, tu sais, à 1000 quelques habitants, c'est ça. C'est ça. Ça fait qu'il y a eu de bonnes des subventions intéressantes. Bien, on était dans les normes. Puis, c'est ça. Alors, il y a eu une subvention pour la construction du réseau pour capter les eaux usées et subvention pour les étangs aérés pour traiter les eaux usées. Alors, une subvention, c'est pas du même niveau, c'est pas le même pourcentage. Alors, finalement, on a fait ça. Puis, on était je sais pas si chanceux, c'est le bon mot, mais on avait travaillé fort avec des ingénieurs sur on n'avait pas de tant qu'à y être. Tu sais, quand on dit « tant qu'à y être, on va faire ça. Tant qu'à y être, on va faire ça. Okay. » Alors, on avait été, mettons, sur les besoins et les soumissions étaient sorties meilleur marché qu'on pensait. OK. Oh. Puis, on a contrôlé nos coûts jusqu'à la fin, ce qui fait qu'on les a sortis pour un prix qui avait de l'allure. Ah, c'est bon. La crainte des gens, c'était, on sait bien des autres municipalités, puis là, on sortait des histoires d'horreur, et on dit que c'était pour coûter X, ça a coûté 2X, ben, c'est ça, deux fois, puis là, il y avait c'est peur. C'est ce qu'on entend beaucoup dans les médias aussi, oui, là, avec les travaux. Là, on voit certains maires et mairesses qui font des sorties, justement. Là, Ce qu'on entend aujourd'hui, on l'entendait en 2006-2008. Hein. Okay. Alors, il y a eu un référendum, les gens du village ont été d'accord pour qu'on fasse un règlement d'emprunt. Parce que le référendum porte sur le règlement d'emprunt. Alors, le règlement d'emprunt a été adopté et on a procédé, puis ça a fonctionné. Oui, parce que ça, c'est des fois, c'est ça, c'est qu'en municipal, il y a des enjeux que c'est pas sexy, tu sais, c'est pas des affaires, mais des fois, mais il faut le faire, tu sais, c'est un peu ça, ce combat-là. C'était intéressant de voir qu'en même temps, on a refait les trottoirs, puis c'était des vieux trottoirs qui dataient de longtemps. Alors, on a refait les trottoirs, puis, vous savez, pendant les travaux, les tranchées étaient profondes, puis de la poussière, puis c'est fou, là. Mais dès que les trottoirs sont apparus, les gens ont dit « Hey, c'est-tu beau, les beaux trottoirs? » Là, moi, je me disais « Hey, c'est fantastique. On vient de mettre, je sais pas combien de millions dans le sol. » Ouais, c'est ça, mais c'est... dans le fond des tranchées. Puis, c'est des trottoirs. Les gens là, tiennent des trottoirs. Alors, c'est intéressant. Les trottoirs, c'est bien meilleur marché que creuser des tranchées pour mettre des tuyaux. On n'avait pas besoin de creuser aussi. C'est pas bon marché, c'est pas donné, mais n'empêche, c'est bien meilleur marché. Alors, les gens, ils oublient vite c'est dans ta vie. Aujourd'hui, par exemple, pas juste aujourd'hui, mais quelques temps après la construction, puis que les gens se sont raccordés, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont dit c'était correct de faire des égouts, puis on ne le regrette pas. Non, puis on est content parce que ça donnait une plus-value à leur maison qui devenait aussi vendable parce qu'une maison qui n'a pas de réseau d'égout était difficilement vendable. Exact. Mais des fois, ça, je ne sais pas si c'est dans ce cas-là, mais des fois, on entend dans les municipalités les travaux, des trucs, juste à Montréal, mettons, là, sur Saint-Denis, quand ils ont refait pour la piste cyclable, la voie express. Des fois, quand on est dedans, les gens, c'est un chaos, c'est un chaos, c'est un chaos. Puis une fois que c'est arrivé, tu te rends compte, c'est merveilleux. Puis je suis passé là, puis ça va encore mieux que ça allait avant. En voiture, puis les commerçants sont encore là, ça va mieux qu'avant. Et, mais c'est ça, c'est que des fois, il y a le moment de passer à travers les travaux, que là, le monde fait pourquoi on fait ça? Puis là, il y a des... Mais il faut passer des fois un peu à travers ces tempêtes-là en tant que politicien. Oui, et puis le terme tempête est bien choisi. Parce que moi, je comprends que les gens ils n'ont pas toujours toute l'information, puis ils ne sont pas dans le dossier pour visualiser, voir l'horizon, voir ce qui s'en vient, avoir une vision. Mais
passez-moi le terme, je Ouais, suis pas mais, trop sûr que j'aime ça. Là. non, mais ils sont dans leur quotidien avec... Ouais. Puis je les comprends, là, je ne reproche rien en personne. Ouais, là. ils sont pris dans les travaux. Puis là, quand on leur amène le projet, ah non, on n'a pas besoin, as-tu vraiment besoin, ça fonctionne. Non, il faut que tu regardes à l'horizon, puis il y a d'autres problèmes qui vont arriver si on ne le règle pas, celui-là. Puis on est mieux de le régler, puis ça va être la bouillie pour les chats pendant 1 an, pendant 6 mois, mais il faut passer à travers, tu sais, c'est ça. Exact. Là, là, je vois là, le maire de Châteauguay, là, ils sont en train de refaire Saint-Francis, le boulevard industriel, remettre ça dans une ligne droite. Mais là, ça avait fait... évidemment, ils travaillaient sur la 138. Donc, le monde dans le trafic, c'est long le trafic. Oui, mais il faut le faire, ce truc-là. Puis quand ça va être fait, ça va être merveilleux. On va enlever une lumière. On connaît pas de recette d'omelette sans casser des œufs. Non, mais c'est ça. Ça n'existe pas. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Exactement. Ils font les travaux sur la 138. Évidemment que ça va faire du trafic. Puis quand est-ce que tu veux... C'est sûr. Puis là, on ne sait pas tous les détails. Est-ce qu'ils ont voulu le faire l'été? Mais là, les soumissions, le monde ne pouvait pas le faire. Les travailleurs pouvaient juste là. On ne sait pas toute la patente. Là, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, ils ne veulent pas... tu ne veux jamais faire causer trafic puis de problème, mais il faut voir vers l'avant. C'est ça. Là, j'ai l'impression qu'on aurait pu parler de plein d'autres affaires, mais on arrive déjà à la fin. Ça va vite, hein? Ça va trop vite. Ça va trop vite. Mais j'avais préparé parce que vous m'aviez demandé 2-3 questions en rafale. Vous m'avez demandé au téléphone. J'ai suggéré, oui. Oui, mais je me suis dit, je vais me creuser la tête. On va voir qu'est-ce que ça donne. Oui. Mais je vous dis ça, la brûle pour point, ce serait quoi? Ça peut être Saint-Hubert, mais ça peut être à régional, en fait. Là, ce serait quoi? Une activité ou une sortie, là, vous dites, c'est un must régional, là, si on me permet l'expression. Régional? Oui, régional ou, tu sais... Un endroit que vous aimez aller, un truc que vous faites, remarquez ça, c'est un point là, pour vendre la région au monde peut-être. Là. Ben, la région, c'est très varié. Hein? Puis je pense que ce qu'il faut faire pour la vendre, c'est de montrer sa variété. Okay. Sa variété. On peut parler de la région où il y a beaucoup d'eau. Le fleuve, les lacs, hein? Il y a beaucoup d'eau. Puis il y a de très belles terres agricoles aussi, avec des productions. De plus en plus, on trouve des petites fermes qui ont un kiosque au chemin pour vendre leurs produits, etc. Là. Je pense que c'est la variété qu'il faut montrer aux gens. Okay. C'est ça. On n'a pas les chutes Niagara là, dans la région là, non, pour attirer le monde. On n'a pas les chutes Montmorency non plus. Mais il y a quand même de belles choses. Puis le circuit cycliste est intéressant. Ouais, très intéressant. Oui. Là, à part Saint-Urbain, évidemment, parce que c'est la meilleure municipalité du coin, ce serait quoi votre deuxième municipalité? T'sais, où vous iriez habiter si c'est pas Saint-Urbain? vous me dites ça, hein? Puis en raison qu'on prend de l'âge, puis que la maison est trop grande, puis et puis c'est de l'entretien, etc., on vient de déménager. OK. Et on va mettre notre maison à vendre, en tout cas, puis je ne peux pas faire de publicité. Ouais. Et puis, on a déménagé à Sainte-Martine. Okay. Parce que Sainte-Martine est encore un milieu à connotation assez rurale, avec un tissu social assez bien intégré. Bien, assez bien, je dis assez bien, mais qui est bien intégré. Ouais. Il y a des activités pour tout le monde. Puis, c'est convivial. Il y a des services. Alors, c'est un choix qu'on a fait, puis on ne le regrette pas, loin de là. On était satisfaits. Parfait. Et en terminant, là, ça, c'est la grosse question. Oui. Et où la meilleure poutine dans le coin? La meilleure poutine dans le coin? Il n'y a plus qu'une. Ah, c'est ça, hein? C'est un débat, des fois, houleux. Il y a chez Mallette, à Bournois. Ça, c'est bon. Il y a aussi chez Grégoire. Moi, je préfère celle de Mallette. Mais c'est une question de goût. Puis il y en a une qui n'est pas méchante non plus. C'est à Saint-Rémy, chez la Pétate Boyer. Oui. Mais là, j'espère que mon cardiologue n'écoute pas. Là. Oh non, c'est ça. On est en privé. En temps privé, entre nous deux. Donc, voilà, c'est tout le temps qu'on avait. Je merci beaucoup d'être passé ici. Ça a été une agréable discussion. Ça me fait énormément plaisir, mon cher Mathieu. Porte-toi bien.